Mon invitée cette semaine est Madame Francine Boulet. Bonjour à tous, bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité cette semaine, je vous l'ai mentionné avant la petite musique, c'est Madame Francine Boulet, une personne avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à jaser et qui, bon, ma foi, on se connaît déjà depuis plusieurs années. Puis d'ailleurs, je vais pas vous dire tout de suite où on s'est connus, on va vous le dire plus tard quand ça viendra dans la chronologie de tout ce que Francine a fait dans sa vie. Tout d'abord, bonjour Francine. Bonjour Martin. Comment ça va? Très bien Martin. Oui? Oui. C'est sûr et certain que plusieurs te connaissent et toi-même, je pense que tu connais beaucoup de monde dans le milieu des handicapés visuels. En effet. Le but de l'entrevue, c'est un petit peu de faire un survol de mes invités. Moi, j'aime ça partir de la naissance. Je pense que tu connais un petit peu le principe de mon émission. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire un peu, toi, t'es né où, comment ça s'est passé pour toi, ta petite enfance, ta jeunesse? Je suis née dans la région de Lac-Mégantic, que maintenant tout le monde connaît, puisque avec l'événement de 2013, ça a été connu à travers le monde. Alors, c'est une magnifique, belle région. Je suis née en 64. Ah, d'accord. Que je précise. plus d'ambiguïté sur ton âge, hein, à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et de toute façon, la plupart me connaissent, fait qu'ils ont déjà une idée de l'âge que j'ai. OK. Et c'est ça, j'étais en campagne. J'ai vécu sur une ferme. Et à l'âge de... en fait, dans ma petite enfance, on s'est aperçu que, en fait, quand je dis on, c'est mes parents, se sont aperçus que j'avais un petit problème de vision. Je cherchais mes jouets autour de moi à une certaine distance. En fait, c'est ça. Toi, tu venais d'une famille. Est-ce que tu avais des frères et sœurs plus vieux que toi? Oui, je suis la 6e de la famille vivant et j'ai en fait 5 frères et 4 sœurs, et j'en ai 4 après moi. OK. Un frère et 3 sœurs. Donc, j'ai joué aussi à la grande sœur, à la maman, à la gardienne. J'ai tout fait ces rôles-là à la maison. Mais il y a sûrement des gens qui connaissent aussi ton frère Mario. Exact. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, à part toi et Mario, qui avaient des problèmes de vision? J'ai un frère, mais lui, il voyait assez pour être chez les voyants. OK. Il était limite, mais il était considéré voyant quand même, là. Et j'ai une sœur que elle aussi, ça s'est plus précisé sur le tard. OK. À l'âge plus adulte, elle aussi, là. Puis là, toi, tu es plus vieille ou plus jeune que Mario? Plus jeune. OK. Donc, Mario, lui, était quand même passé avant toi avec des problèmes de vision. Oui, puis j'avais un autre frère aussi, mais eux, c'est à partir de Mario qu'ils ont eu des doutes. OK. Puis ça s'est concrétisé plus avec moi parce que on avait pas mal le même degré de vision, Mario et moi. OK. Fait que c'est pour ça que ça leur a donné des repères, en fait. Mais c'est à l'enfance, quand tu cherchais tes jouets, que c'était pas comme les autres enfants, puis tout ça. Oui, puis peut-être que j'osais moins m'aventurer parce que justement, je voyais passer de loin. Parce que quand je suis née, moi, j'avais à peu près... quand ils ont diagnostiqué ma vision, ils ont évalué ça que je voyais à peu près 10% à l'époque. OK. Fait que ça, j'ai tenu ça longtemps, ce 10%-là, jusqu'à début trentaine. Jusqu'à temps que je fasse un décollement de rétine puis que ça suive le glaucome dans un œil que j'ai perdu totalement. OK. L'autre est resté avec une certaine vision, puis à un moment donné, bon, là, je suis rendue avec une vision de silhouette, profil, la luminosité, donc une basse vision, là, maintenant. OK. Et là, ça dépend de l'éclairage. OK.
Et là, il s'est passé quoi par la suite? Bon. Dès que, comme on était en campagne, en région, à l'époque, aux années 60, hein, c'était comme, Lac-Mégantic, c'était considéré assez éloigné de Montréal, puis de Québec même. Les transports, c'était les autobus, mais il y avait il y avait aussi le train. Alors, en campagne, on nous envoyait à l'école, puis à l'école, à un moment donné, c'était des écoles, Mario et moi, en fait, on a commencé à aller aux écoles plus à la ville, à Lac-Mégantic même. C'était parce qu'on nous, on vivait en banlieue avec une ferme, on était quand même en banlieue de Lac-Mégantic. Alors, on a commencé à aller à l'école à Lac-Mégantic. Et puis, moi, mon professeur, puis il m'avait placé dans une classe. En fait, c'était une classe de premier. En fait, c'était. Aujourd'hui, je dirais que c'est une maternelle, mais à l'époque, la maternelle n'était pas obligatoire. Fait que c'était comme une première année En soi. Là. En soi, mais Ok. en théorie, c'était plus une maternelle parce que. En termes de contenu là, Ouais. de ce que vous faisiez. Et les gens qui étaient, les autres enfants qui étaient avec moi, c'était des enfants à problème, OK. des mésadaptés sociaux un peu. Et mon enseignante, elle a parlé au directeur, puis elle disait, ouais, Francine, ça n'a pas d'allure qu'elle soit d'une classe comme ça. Elle peut pas rester au primaire avec des élèves comme ça. Elle apprendra pas. Elle est intelligente. Elle mémorise. Elle a une bonne mémoire. Oui, parce que ma mère, elle me faisait répondre très jeune au téléphone et je devais m'appliquer pour transmettre les messages. Oh, d'accord. Hey, c'est bon, ça. Et ça m'a développé cette mémoire. Mais après ça, fait qu'à l'école, quand ils ont observé ça, ils ont dit, ouais, ben... Fait que là, ça s'est parlé. Puis en faisant des recherches avec le CLSC, ils ont découvert, je crois, l'INCA. Parce que l'INCA, à l'époque, était considéré un peu comme un centre de réadaptation. Il y avait des travailleurs sociaux qui allaient desservir les régions. Il y en avait pour chaque région. Donc, on en avait un pour la région de Sherbrooke. Il devait en avoir un pour à l'Abitibi. Il devait en avoir un pour Gatineau-Hall, puis tout ça. Qui étaient des idées. Fait que moi, ils ont contacté l'INCA, puis oui, en fait, quelqu'un est venu, un travailleur social est venu rencontrer mes parents. Il ne voyait pas lui-même. Ah. Et puis, fait que quand il leur a expliqué que oui, ça serait possible de nous intégrer dans une école spécialisée où on pourrait suivre nos matières scolaires normalement. Fait que ça s'est fait. Moi, je suis rentrée, j'avais à peu près 8 ans. Je suis rentrée après les fêtes. En fait, on est rentré. Mario, lui, est allé à Louis Braille parce qu'à l'époque, quand tu avais 12 ans et plus, c'était séparer les filles et les garçons. Oui, c'est vrai. Fait que moi, j'étais avec les filles à Nazareth, à Montréal, sur Crémazie. Et je dois dire qu'au début des années 70, c'était l'époque où les religieuses, on en avait de moins en moins dans l'école, et les laïcs rentraient. Fait que j'avais des éducatrices laïques et j'en avais des religieuses. Fait que moi, j'ai vécu avec ces deux mondes. Autant aux enseignants comme aux éducateurs, du côté des éducatrices. OK. D'accord. Et c'est ça. Fait que là, ils ont découvert les écoles. On est allé les visiter dans l'automne. Mes parents nous ont inscrits. Et après les fêtes, on est rentré à l'école. Ça n'a pas été facile parce que on arrivait tard. Je me souviens la première fois que j'ai mis le pied dans l'école pour y rester. Je suis rentrée, il était 11h le dimanche soir. Tout le monde était couché. C'est une religieuse que tu connais pas, que tu rencontres. C'est un peu intimidant et pour un enfant qui est toute seule, qui arrive toute seule, c'est inquiétant aussi. Je pense que j'ai dû pas beaucoup dormir cette nuit-là. Là, c'était à 11h le soir, mais là, après ça, tu retournais pas... Non, là, on était pensionnaires parce qu'à Nazareth, il y avait pas beaucoup de... Moi, je n'ai pas connu d'externe à Nazareth. L'externe, c'est arrivé avec la fusion ici au 1255. Oui, parce qu'on est au 1255 en ce moment. Pour ceux, pour les gens ne le savent pas, évidemment. Mais, donc,
tu allais pas chez vous souvent, là? Aux 2 semaines. Aux 2 semaines? Oh. OK. Je partais le vendredi après l'école et on revenait le dimanche. Et c'est quoi qui était le pire? Est-ce que c'était d'être séparé de tes parents, du reste de ta famille, ou d'arriver quand même dans une école spécialisée où tu connaissais personne? Je crois Que ton frère était parti lui aussi, mais vous étiez pas ensemble. exact. Ça c'est sûr que ça a été un déchirement, la séparation de parents, mais je crois que le pire, c'était aussi d'être toute seule parmi plein d'inconnus, hein. Tu te ramasses avec plein d'étrangers, tu connais pas. Par chance, j'étais sociable, je me suis vite habituée aux gens, vite adaptée. La seule chose que, puis même que aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir été pensionnaire, parce que pour moi, ça a été une école à la fois scolaire et éducative, dans le sens que j'ai été rechercher d'autres valeurs en partageant avec on était à l'époque des groupes de 30 là, dans les dortoirs, au réfectoire. Et je me faisais des amis, j'avais tout le temps quelqu'un avec qui on jouait. On a fait des activités de groupe aussi, à l'époque, on appelait ça des modules. Oui. Et puis, on nous faisait faire des activités genre hockey salon. Des fois, quand il y a eu même des carnavals parce que l'hiver, que les professeurs et les éducateurs organisaient ensemble, on a eu des belles activités. Je suis même allée au parc Belmont plusieurs fois. Et si j'étais restée chez moi, je n'aurais pas eu cette chance d'aller découvrir Montréal, ses activités, ses lieux touristiques où tout le monde pas mal parlait. Fait que ça a été une autre culture aussi pour moi. Ça a élargi ma culture. N'ayant pas eu de problème trop d'adaptation, exact. Ça t'a permis ouais. de passer à autre chose puis d'aller tirer le positif de... Mais je pense que le fait que j'étais déjà au centre d'une famille de 10, me retrouver avec 30, pour moi, c'était pas plus ça faisait énervant pas une différence. Ouais. Okay. Un coup qu'on les connaissait, c'était plaisant. On chantait, on faisait... En tout cas, il y a plein d'activités qu'on a fait. C'était pas les activités qui manquaient? Non, non, okay. non. Ah non, on s'ennuyait pas, là. Le seul moment qui était plus triste, c'est quand toi, tu t'en vas pas chez toi, tout le monde part avec sa valise, puis toi, tu restes là. Ou le dimanche, tout le monde arrive avec leur j'ai passé une belle fin de semaine, ça te raconte ça, mais toi, t'es resté là-bas. Des fois, on faisait des choses intéressantes, mais d'autres fois, c'était banal. Là, comme c'est parce qu'il y en a qui sortaient à toutes les fins de semaine ou oui. qui ne sortiez pas tous en même temps? Non, il y en a qui restaient là au mois. Ceux qui habitaient la Gaspésie et l'Abitibi, Québec, comme moi, et on restait les fins de semaine, mais comme plus tu étais loin, moins tu sortais souvent voir ta famille. Hein, ça prenait des longs congés pour aller en Gaspésie, aux îles de la Madeleine ou en Abitibi. Par contre, ceux qui restaient aux alentours de Montréal, que ce soit Laval, Longueuil, eux, ils sortaient le vendredi puis ils revenaient le dimanche. Ah, parce que ceux qui restaient, même à Longueuil, ils étaient quand même hébergés. Oui, la semaine. Ça, c'est Nazareth. OK. Parce que quand quand on a fusionné avec le 1255, Louis Braille, que Nazareth est devenu Institut Nazareth et Louis Braille en 75, eh bien, là, ça a commencé les élèves externes. Puis okay. Même, à partir de là, il y a des élèves même qui ont été intégrés dans leur région, là. OK, ça a commencé dès ce je crois que oui, ou à peine les années qui suivent, là, mais c'était pas mal avec la fusion, la création de la fusion que ça a commencé l'intégration dans les régions, ceux qui pouvaient. Là. OK. Puis là, au moment de la fusion, c'est quoi qui s'est passé? Est-ce que c'est tout le monde qui s'en venait ici ou c'est... Toutes les filles, oui. OK, toutes les filles. Les garçons, eux autres... Alors, il fallait que les garçons se tassent pour nous laisser de l'espace. C'était un chantier, des zones de chantier quand on est arrivé. D'ailleurs,
les locaux étaient même pas prêts en septembre pour tout le C'est ça monde. que tu me disais avant de commencer, hein, que c'était Ouais. pas... Non, ça a commencé avec les locaux. On a commencé par les plus vieux parce que eux, c'était plus compromettant de manquer leur année scolaire. Fait qu'on commençait avec tous ceux qui étaient au secondaire, on commençait plus tôt, peut-être plus vers septembre, fin septembre. Après ça, on intégrait les autres. Là. Le primaire, c'est venu après. Moi, il me semble que je suis rentrée en novembre, moi. Il me semble que c'était avant les fêtes. OK. Mais c'est ça, c'est que il y avait des zones de chantier, là, les murs de plantes, tout est écroulé par terre, là, en éclats, parce que justement, ils refaisaient des secteurs pour pouvoir nous aménager, nous, les plus jeunes, parce qu'il n'y avait pas cet espace-là était utilisé. En fait, la zone qui était en construction, c'était, je crois, la zone où les pères, comme c'était des pères et des frères qui étaient au 1255 à Louis-Braille, même comme à Nazareth, il y en a des fois qui couchaient là, sur place. Fait que c'était leur chambre, je crois, qu'on démolissait. Là. OK. Et là, toi, au final, tu es resté combien d'années? Est-ce que tu es resté tout le primaire, tout le secondaire? Tout le primaire, tout le secondaire. OK. Par contre, le primaire, comme j'ai dit, avec la fusion, j'ai toujours été interne, moi, autant à Nazareth et Louis-Braille, sauf qu'au secondaire 2, là, on commençait à vouloir sortir plus les gens qui étaient internes, leur trouver des familles d'accueil. Même s'ils allaient pas chez eux la fin de semaine, on essayait de les intégrer dans des familles d'accueil pour... qui ne couchent plus ici. Là. Ouais, parce que ça te coûtait des frais, là. Les gouvernements commençaient à faire des coupures. D'autres coupures, ben la fusion ça venait aussi. Puis, mais parce que c'est ça. Fait que moi, on m'a trouvé une famille d'accueil dans laquelle je suis restée jusqu'à la fin de mon secondaire. OK. Et là, toi, pendant tout ce temps, comment ça se passait pour essayer de prévoir une carrière? Est-ce que toi, on t'avait comme un peu orienté vers quelque chose, vers la musique, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi vers la fin du secondaire? Oui, parce que la formation primaire, secondaire, oui, on avait des cours d'art plastique, musique, mais ça me venait pas tellement, à moins d'aller en musique au cégep ou des choses comme ça, une continuité. Moi, finalement, ce que j'ai fait, je suis allée au cégep, j'ai pris une formation à l'époque, on appelle, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, c'était en technique de bureau. Moi, j'aimais beaucoup le travail de bureau, et aujourd'hui, je suis très contente parce que de travailler avec un ordinateur. Quand j'ai commencé ma formation au cégep, on était plus à la dactylo. Et maintenant, j'ai terminé quand même avec l'ordinateur, mais c'était pas avec les logiciels qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'était beaucoup plus laborieux que ça. Mais quand même, c'est un début, c'est une base. Et puis, j'essayais de me trouver des emplois, soit réceptionniste ou commis. J'ai eu des petits contrats. Puis à un moment donné, j'ai eu... Mais juste peut-être une question à deux volets avant, là. Quand tu es parti de Nazareth et Louis-Braille, le cégep, on s'entend que c'est le cégep régulier, c'est pas un cégep adapté. Non. Bon. Et là, une personne non-voyante qui arrive en technique de bureau, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu de la sensibilisation à faire à cette époque-là? Comment ça s'est passé, ça, l'apprentissage au collège? En fait, moi, j'ai étudié au collège de Rosemont, qui est à Montréal. Et puis, quand je suis rentrée, la conseillère en orientation, elle m'a tout de suite référé à quelqu'un qui avait déjà travaillé, encadré des personnes handicapées. Et parce qu'il n'y avait pas de service de personnes handicapées comme tel qui était installé là-bas. C'était quelqu'un qui avait eu
à travailler avec certaines personnes. Un Comme peu tu- au hasard de la Ouais, vie, là. parmi ces autres tâches. OK. Et puis, c'est comme ça que je me suis ramassée avec la personne. Mais j'étais quand même, autant que possible, on m'a bien encadré avec qu'est-ce qu'on pouvait me donner à l'époque aussi, parce que c'était l'époque, au début des années 80, 90, fin 80, c'était quand même l'époque des cassettes encore. Oui. Fait que mes enregistrements de livres spécialisés, mettons, comme la psychologie, la sociologie, euh, les, les livres de français, tout ce qui n'était pas, en fait, feuille volante, c'était enregistré à la magnétothèque à l'époque. OK. Aujourd'hui, on est avec Vues et Voix. Vues et voix. Mhm. C'est que toi, tu as connu l'époque là, où c'était la magnétothèque qui faisait Oui. la lecture des livres Et que tu as scolaires. ton livre scolaire qu'à la mi-session parce que Oui, c'est parce quand qu'il y a même. des délais, puis, Oui, bon. c'est ça. Puis t'es pas la seule, puis tout Ouais. ça, là. Ouais. OK. Mais au bout du compte, tu t'en es bien sorti? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Parce que je voulais tellement que je suis sortie avec mon diplôme. Il y avait une grosse volonté. Exact. Mhm. Là, c'était le défi, c'était de trouver un emploi. Oui. Là, tu y arrivais, là. Je te sentais t'en aller très, très vite vers ça, là. Que s'est-il passé? Alors, T'as eu des petits contrats, oui. t'as eu... J'ai fait des petits contrats pour par-ci, par-là. Mais Des là, quand tu tentatives dis, d'emploi, des tentatives d'emploi par le centre d'emploi spécialisé qui était. Il y a eu un bout de temps aussi que le CEMO était à l'Incan. oui, Et puis, j'ai commencé avec eux. Après ça, ça s'est séparé. Et puis, j'ai continué. Alors, j'ai eu des petits emplois dans des compagnies. Mais quand on arrivait pour, des fois, adapter le poste ou aller plus loin dans les tâches, oups, ça bloquait. c'était pas évident, Hmm. non. Fait que, à un moment donné, je me suis ramassée quand même... je me promenais aussi dans le milieu, un peu dans les activités du milieu, puis je me disais, à un moment donné, on va me connaître, puis on va me faire entrer quelque part. J'ai commencé avec les CA aussi, comme le CA du RAM, en 96. C'est vrai. 95-96. OK. Et je suis restée au CA quand même un bon 5 ans. Ensuite, ça m'a ouvert, ça m'a aidé à me faire connaître. Puis entre-temps, je me suis trouvé un emploi. Ils ont essayé de créer une bibliothèque privée qui était Jeanne Spiotte. Et ça, c'était le but de faire des documents électroniques. Donc, à l'époque, on scannait des livres, les scanners arrivaient, les numériseurs, et on les traitait sur des disquettes. Des petites... Les disquettes de 3 pouces et demi, là. Exact. Mhm. Et puis, bon, je suis restée à cet emploi-là à peu près 3 ans, Et là, à temps plein. là, je fais une parenthèse parce que je suis sûr que tu as posé la question, peut-être que tu répondrais pas la même chose, mais après l'endroit où on va parler tantôt, où on s'était connu le plus, on s'était jasé de ça, puis la première fois qu'on s'était parlé, c'était quand tu travaillais à la bibliothèque Jeanne Spiotte. Ah, d'accord. Je t'avais téléphoné pour avoir, je pense, le catalogue, ou je me souviens plus, en tout cas. C'est possible. Puis je me souviens que tu m'avais tenu en ligne un bon moment, là, tu sais, on avait jasé peut-être plus, là, que, que juste dire je veux avoir un catalogue. D'accord. Merci, bonjour, là. Ça m'est revenu plus tard, là, dans l'autre projet qu'on va parler tantôt. Mais je voulais faire la parenthèse. Donc, tu as travaillé là, tu disais pendant 3 ans. 3 ans. Et puis, il y a eu des ouvertures de postes à l'INLB, aux médias substituts. Et j'ai tenté ma chance parce qu'ils avaient besoin ils avaient des projets, ouvert un projet, et ils avaient besoin d'effectifs. C'était en 2000.
j'ai postulé, j'ai eu le poste, j'ai fait un gros 6 mois à temps plein là-bas. Fait qu'en même temps, je me disais, je vais performer ma formation en transcription. Parce Oui. à Jeanne Spiotte, je ne faisais pas juste répondre au téléphone, je faisais de la transcription entre-temps. OK. Et alors, fait que j'ai perfectionné ma formation en transcription. Et à un moment donné, bon, l'assignation était finie, fin d'année financière, fait qu'il n'y a pas eu De renouvellement. renouvellement comme tel. Et là, après, il y a eu les projets qui étaient au SDEM de téléphonie. Bah, j'avais vu ça passer, qu'il y avait des formations qui se donnaient précédemment. J'ai dit, bon, OK. Bon, je vais tenter ma chance tant qu'à rien faire en attendant de me trouver quelque chose. Puis si je me trouve quelque chose, bon, j'arrêterai, c'est tout. Finalement, on l'a fait, je l'ai fait au complet et j'étais assise à côté de toi. Eh oui! C'est là qu'on s'est véritablement plus connus. Oui, parce qu'on se côtoyait à tous les jours. Hein? C'était une formation 5 jours, hein, quand même. 5 jours, pas mal, c'est ça, pas mal intensive. Un bon 7 heures, je crois, Ouais, par ouais, jour. c'est ça, de la journée du matin au Ouais. soir. Puis on était un groupe de 10 personnes, donc on n'était pas beaucoup. Et on était, nous, dans la section des afficheurs braille. Hein? On était dans les braillistes Oui. de la formation. Oui. Et ça nous a permis de perfectionner notre anglais, français, informatique. Beaucoup. On a fait de l'avancement beaucoup dans ces matières. Bien sûr on allait là pour la téléphonie, là, mais... Mais ça entourait tellement, il y avait tellement de choses qui entouraient la téléphonie. Ouais. Être capable d'être fonctionnel en Word, en Excel, en Access, tu sais, bon. Tout ça, ça a demandé des heures et des heures de formation. Exact. Et là, mais je voulais juste te poser une autre question. Du temps que tu étais comme au média substitut à l'Institut, c'était vraiment comme technicienne braille avec DBT, puis tout ça, puis à faire de la correction d'épreuves avec une bénévole. Des bénévoles. Oui. Okay. C'est moi, même, comme c'était... on était beaucoup de techniciens braille à l'époque. J'ai même formé des bénévoles qui sont restés là-bas aux médias après moi. Fait que j'ai dit, c'est flatteur parce que je me disais, j'ai pas été si mal finalement. T'as laissé quelque chose oui, dans le fond. Mes bénévoles ont resté pour d'autres. Fait que c'est vraiment chouette, là. Puis là, le SDEM, bon, ça a duré ça, si ma mémoire est 9 bonne. mois? Ouais, c'était à peu près, hein? De janvier jusqu'à fin septembre. Ouais, fin septembre. Ouais. Après ça, on avait notre stage. Notre stage, oui. Et là, tout ça, bon, plus le fait que tu avais amélioré tes techniques de technicienne braille, plus ton cours en technique de bureau, là, bon, tout le bagage qu'on a eu au SDEM, est-ce que ça t'a sécurisé un peu dans la suite des choses? Est-ce que tu t'es dit, bon, ça m'offre... est-ce que tu pensais vendre des trucs au téléphone? Vendre, non. Moi, je préférais, comme on avait fait notre stage, c'était des enquêtes. Oui, on appelait pour faire du contrôle de qualité. Exact. Oui. Ça me dérangeait moins que de faire de la sollicitation, de la levée de fonds. Quand on jouait dans l'argent, moi, j'étais moins à l'aise avec ça. Mais par contre, faire des sondages, j'ai pas de problème avec ça, là. OK. Mais est-ce que tu as travaillé là-dedans suite à la formation? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais ces connaissances que je suis allée chercher dans cette formation m'ont servi à... en fait, entre-temps aussi, je suis rentrée au comité des usagers en tant que administratrice. En fait, j'ai fait secrétaire, je crois, en partant.
Et puis après ça, je suis devenue la responsable de la permanence, qu'aujourd'hui on appelle la personne ressource. Et pendant quelques années. Puis, en 2005, il y a eu, en fait, entre-temps, il y a eu un énorme travail pour sortir la bibliothèque Braille du 1255 à la grande bibliothèque qui est en train de se construire. C'est un cheminement qui s'est passé des années, je pense que ça a commencé les travaux peut-être 97-98. Est-ce qu'on parle aussi ici bon, quand ils voulaient faire le comptoir unique, là, qu'ils appelaient pour... Oui, le guichet unique. Le guichet unique, oui. Pour la diffusion, c'est ce qu'on est devenu en quelque sorte, parce que il y a eu toutes les cas. Ben, en fait, ça avait commencé ici au 1255, le guichet unique. Hein? On avait déjà commencé à intégrer la magnétothèque encore à l'époque, qui avait des employés qui travaillaient ici au 1255 pour avec le système téléphonique pour qui recevait les appels pour faire passer les commandes de cassettes à l'époque. C'était les cassettes. Les CD commençaient très, très, très lentement à rentrer, mais il fallait attendre aussi la rentrée l'arrivée des Victor, là. Oui, des appareils pour nous permettre de le lire. Alors, c'est ça, c'est que... Fait que moi, entre-temps, c'est sûr que je me tenais au courant parce que je savais que la bibliothèque allait être transférée dans la grande bibliothèque, la bibliothèque Braille. Et ça, je me tenais proche parce que c'est un endroit que je convoitais de vouloir travailler. N'étant pas aux médias, ne pouvant pas, mettons, aller aux médias, bon, mais je me disais, bon, OK, vu que les médias n'avaient pas besoin de surplus d'employés parce qu'ils avaient déjà leur personnel. Oui. Alors, je me disais, bon, OK, je vais opter vers la bibliothèque et c'est ce qui est arrivé un peu en quelque sorte avec la fusion de la bibliothèque Braille et sonore à la grande bibliothèque. Là. Il y a eu des ouvertures de postes et vlang, j'ai postulé puis... me voilà employée depuis 2005, donc 12 ans. Quand même, hein? À temps plein. Mm-hmm. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, certain. Et est-ce que tu veux nous en parler un peu? À quoi ça ressemble un peu tes tâches au Service québécois du livre adapté, toi, en réalité? Oui, ben en fait, depuis quelque temps, notre service, le Service québécois du livre adapté, a été joint à une autre équipe. Maintenant, on s'appelle la direction de l'accueil et du prêt et des services adaptés. OK. Mais le SQLA existe toujours parce que le SQLA, en fait, ce sont les collections. OK. Parce que le service adapté, c'est ouvert aussi pour les personnes handicapées physiques. Qui ont d'autres besoins, qui ont des besoins particuliers. Les dyslexiques. OK. Ça peut toucher les auditifs. Ça touche... C'est large, là. C'est un service plus élargi que la déficience visuelle. C'est ça. C'est pas juste le braille, non. Puis c'est pas juste là... OK. Mais en fait, moi, le matin, quand je me rends à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec... J'ouvre une parenthèse, là. Toi, tu voyages en autobus puis en métro. Exact. Tu restes sur la rive sud. Oui. Et tu prends l'autobus, pas loin de chez toi. Exact. Ensuite, tu prends le métro, forcément, à Longueuil. Ça me prend à peu près 50 minutes parce que je peux pas courir comme un voyant avec ma canne, mais ça me prend à peu près 50 minutes de trajet matin et soir, ce qui est pas si mal. C'est encore bien, là. Et j'ai juste un transfert métro-autobus, ce qui est génial. OK. Mais tu te déplaces par le transport régulier. Exact, tous les jours. OK, d'accord. Donc, tu arrives à ton poste de travail, à 9 heures? Le matin. Et évidemment, on ouvre nos ordinateurs, on allume nos ordinateurs, on regarde nos courriels. Je m'assure aussi que ma commande, parce que maintenant, quand quelqu'un nous appelle, envoie un courriel ou place lui-même ses documents dans son panier sur le site virtuel, mm-hmm. Le lendemain, si
il n'y a pas le nombre requis de prêts dans son dossier, il va lui sortir des prêts, Ça va des partir. documents. OK. C'est ça. Mais ça, c'est tout fait de façon avec des programmes, des logiciels qui sont mis à jour chaque nuit, puis que le lendemain, ben, on a la commande qui nous est en fait imprimée, qui s'imprime. Alors, un coup que c'est imprimé, on prend les cartons, puis on court à la recherche dans le rayonnage des documents. Moi, je m'occupe de la collection Braille. Donc, là, mais là, quand vous dites courir, Ben, courir. mais c'est quand même assez Métaphore. vaste, là. Non, mais oui, mais c'est quand même assez grand, là, tout Oui. l'entreposage. Là, Oui, je sais pas la dimension, là, mais c'est sûr que... Les livres braille, ça prend quand même beaucoup d'espace. Oui, on en a plus de 12 000, là. C'est beaucoup de rayonnage. C'est des rayonnages mobiles qui se tassent mécaniquement pour justement minimiser de l'espace. Fait que... Là, toi, t'es toute capable de manipuler oui, ça pour parce que déplacer ça. oui, puis... parce que sont aussi identifiés. Je sais quel rayonnage qui contient tel livre, de telle lettre à telle lettre. OK. Alors, je vais à la chasse aux documents. Un coup que j'ai rempli mon chariot, je vais enregistrer ces documents dans les dossiers des abonnés. Un coup à enregistrer, bon, ben, je m'occupe de les glisser dans les pochettes pour ceux en braille et insérer le carton adresse pour qu'ils puissent L'adresse retour, s'expédier, oui. Mm-hmm. Et on emasse ça sur une plateforme pour que le courriériste, le manutentionnaire qui s'occupe du courrier, en fait, qui lui passe, puis en début d'après-midi, ramasse l'expédition, le courrier qui s'en va à l'extérieur, et lui nous apporte la réception, ce que vous retournez, les documents retournés, que nous, on doit, à ce moment-là, retirer des dossiers dans l'après-midi, et en plus, après ça, ben, aller les classer dans le rayonnage pour pas les laisser... de toute façon, on n'a pas assez d'espace pour les laisser ouais, il faut que ce soit remis en rayon. À leur place. Ouais. Et là, toi, tu fais tout ça? Oui. OK. Puis, entre-temps, bon, des fois, il y a des gens qui nous envoient des courriels pour mettre leurs documents à leur panier, fait qu'on en fait aussi. On répond le soir quand je travaille, je peux répondre au téléphone. Soirs, tu travailles. Et un samedi aussi. Oui, certaines fins de semaine. Fait qu'on répond au téléphone, on fait un peu de référence à ce moment-là téléphonique. On s'occupe, c'est ça, plus du courrier, nous, parce que c'est quand même... ça prend quand même une bonne part de notre temps dans la journée aussi, hein. Mais quand on entend entre les branches que il y a moins de volumes braille qui sont empruntés, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, en termes j'allais dire de volume, là, mais en termes de quantité de volume, là, parce qu'on parle de livres, on va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, est-ce que ça demeure quand même encore assez populaire, l'emprunt de volume braille? C'est assez considérable pour avoir quelqu'un qui s'occupe du braille. C'est assez... Ça occupe encore assez oui. pour justifier l'embauche d'une personne. Oui. OK. Parce que le traitement des documents braille nécessite pas tout à fait les mêmes traitements que les boîtiers. Puis c'est différent un peu. Les enregistrements, c'est le même principe, là, mais les mises en rayon, c'est pas le même classement. Les classements sont un petit peu différents. Étant donné que les volumes braille, ça peut prendre quand même plus d'espace que le petit boîtier de CD, que peu importe la durée du livre. Ça s'empile bien, ça, on en met plusieurs par rangée. Tandis que le braille, ça va prendre une tablette d'un rayonnage complètement. Là, quand si je parle, mettons, d'Harry Potter 5, là, l'Ordre des Phénix, c'est quand même 18 volumes. Ça prend toute la largeur d'une tablette, là.
Fait que Puis des volumes, des livres de 10, 12 volumes, c'est quand même pas rare, là. Non, on en a quand même beaucoup. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est tout le rangement, ça nécessite un certain temps à faire aussi. Puis des fois, ben, on a des demandes aussi de ponctuelles, de pré-ponctuelles. Les techniciennes nous appellent, les techniciens en documentation, qui sont nos premiers répondants le jour à la référence. Ils vont nous envoyer des fois des demandes. Quelqu'un n'a pas reçu de livre, ça fait un petit bout, est-ce que tu pourrais lui poster? Fait que ça n'a pas sorti dans la commande de logiciel. Alors, des fois, on en a à part à faire. On appelle ça des prêts ponctuels, là. Des fois, ça peut être quelqu'un aussi qui se présente en haut, puis que le livre n'est pas disponible en haut, parce que on a les dernières actualités, nouveautés qui sont au rez-de-chaussée quand les gens arrivent dans le hall, là. Mais par contre, on n'a pas toute la collection à ce niveau-là. Fait que si la personne désire avoir un livre qui est pas dans les actualités, nouveautés, bon, faut le préparer pour lui monter parce que... Ça, quelqu'un peut arriver sans s'être annoncé pour venir chercher un livre spécifique. Idéalement, c'est mieux qu'il prenne rendez-vous parce que... Il va être prêt. Il va être prêt et la personne va n'attendra pas. C'est ça. Mais mal pris, là, la personne pourrait se présenter. Oui. Puis on pourrait lui Oui. OK. D'accord. Hey, je voulais savoir, tu sais, bon, tu nous as expliqué plusieurs choses. Tu as fait partie de comités, de conseils d'administration. Tu as eu différents emplois, différents contrats, quand même beaucoup être attentive à ce qui se passe dans le milieu pour être au fait de ce qui se prépare, de ce qui s'en vient, puis être aussi au fait des actualités. Mais c'est quoi ta passion, toi, Francine? Est-ce que il te reste du temps libre des fois? Comment tu l'occupes? Vous l'avez pas deviné? Sûrement, mais j'aimerais mieux que tu le dises. Si je me suis rendue à la bibliothèque, c'est parce que j'avais un intérêt de lecture. Parce que mon cheminement avec, même, je dirais même du scolaire, j'ai toujours aimé l'école. Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Je suis une gourmande de la culture, du savoir. À un moment donné, quand j'ai été capable de lire là, le braille c'était merveilleux pour moi. Quelle merveille. Une révélation. Tout à fait. Puis de pouvoir après ça cheminer, d'être capable de travailler, faire de la transcription. J'en ferais encore si je n'avais pas cet emploi-là. Je crois que je bûcherais encore pour me tailler une place à quelque part pour en faire parce que j'aime tellement ça, lire. C'est mon évasion. Est-ce que tu lis en audio aussi ou seulement qu'en braille? Ah oui, j'ai mon petit Victor pour que... Moi, la lecture est presque en continu. Quand je me déplace dans l'autobus, si personne ne me parle, tu lis. Je lis. Mon Victor, c'est plié, puis j'ai toujours un livre actif. Chez moi, je lis le braille. Maintenant, je le lis plus avec mon afficheur parce que nous n'avons pas juste que des livres braille et audio physiques. Là, maintenant, on peut télécharger des BRF et on peut télécharger les MP3. Fait que ça nous donne beaucoup plus de possibilités, là. C'est qu'en plus, tu as vu ça un peu, là, toute l'amélioration des services. Le cheminement puis de changement de support aussi, parce qu'on déjà, partir de livres braille à livres téléchargés, partir de livres cassettes à livres CD puis téléchargeables, on parle plus des mêmes affaires, là. Non. Quand on parle aujourd'hui de livres numériques que les gens peuvent écouter, lire dans leur tablette, bon, nous, on est là aussi, là. Juste avant qu'on fasse la pause, Francine, comme la lecture, c'est ta passion,
Puis moi aussi, j'adore ça. Puis moi aussi, j'aime ça, des fois, faire des suggestions de lecture. Et je t'en conseille d'ailleurs Oui. en s'en venant tantôt. Effectivement. Est-ce que tu veux les partager aux auditeurs de Connaissez-vous? Est-ce que tu as, disons, deux suggestions que tu aimerais faire? Bien, moi, je suis une grande... j'aime beaucoup lire les livres historiques. Oui. Parce qu'on en apprend tout le temps. C'est quand même assez en vogue ces temps-ci, les livres historiques. Puis, vous avez beaucoup de choix de livres avec les taux maison. Hein? Il y en a beaucoup, presque chaque auteur en produit. Mais mes coups de cœur, je dirais, c'est La Saline de Louise Lacourcière et Une jeune fille au piano. Ça, c'est vraiment très intéressant à lire. C'est de la belle qualité de français oui. aussi. Ça m'intéresse toujours aussi, la qualité du français. Moi, c'est important. Ensuite, Jean-Pierre Charland, on a produit beaucoup de séries, dont Les Portes de Québec, Les Folles Années, Les Années de plomb. Ça, c'est 3 tons maison que je dirais. Vous avez 12 livres, là. Oui. Faut que vous lisiez parce que ça a toute une suite. C'est tout en continuité dans la chronologie de l'histoire et de la famille aussi, les générations. Oui, effectivement. Après ça, qu'est-ce que je dirais? J'ai découvert un livre qui est très populaire, puis qui est pas gros, mais qui est beaucoup populaire cette année. C'est La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est une femme qui... c'est en fait l'histoire de la grand-mère de cet auteur-là. OK. Puis qui avait un pan d'histoire qui leur manquait, puis qui se connaissaient pas trop. Qu'est-ce qui est arrivé avec la grand-mère à un moment donné? Pourquoi que les enfants... Parce que elle abandonne ses enfants, mais il y a une raison. Alors, je vous laisse le lire. Oui, c'est de savoir, dans le fond, pourquoi, puis qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Mais on vous laisse lire ça, on vous laisse aller j'imagine que c'est disponible en braille, c'est disponible en audio. Oui. Donc, je vous laisse le temps d'aller commander le livre, le télécharger. On fait une pause, on revient tout de suite après la pause avec Francine. J'ai des petits sujets en réserve pour elle après la pause. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, notre invitée, qui est Francine Boulet, vous a clairement mentionné sa passion pour la lecture. Bien sûr, le poste qu'elle occupe en ce moment lui permet de voir passer toutes les nouveautés qui sont disponibles au Service québécois du livre adapté. Lorsque je l'ai rencontrée pour faire l'entrevue, bien sûr, on a eu l'occasion de parler pas mal avant, pendant et après, et elle m'a fait des suggestions de lecture dont j'ai le goût de vous parler aujourd'hui. L'auteur dont je vais vous parler, c'est une auteure que je ne connais pas encore, qui s'appelle Elena Ferrante. Ferrante, ça s'écrit F-E-R-R-A-N-T-E. Je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui sont adeptes d'histoire en plusieurs volumes. Donc l'histoire dont je vous parle, c'est une trilogie qui s'appelle L'Amie prodigieuse. Et ça se passe en Italie, ça se déroule environ sur 30 ans, ça commence au début des années 50, ça se termine à la fin des années 70. Et puis, l'histoire, c'est deux amis. Le tome 1, ça s'appelle Enfance-adolescence. Donc, ça raconte un peu les péripéties par rapport à l'école, par rapport au choix de carrière, entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent faire. Le deuxième tome s'intitule Le nouveau nom et c'est des histoires un peu une fois mariés, leur mari qui fréquente des ennemis
et qui deviennent finalement des partenaires d'affaires. Et le 3e tome s'intitule Celle qui s'enfuit et celle qui reste, époque intermédiaire. Et ça, bien, c'est un peu l'histoire de ses amies qui, même si elles se chicanent, même si elles se connaissent plus que des sœurs, même, ils sont toujours amis. Et ça a l'air très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. Et je pense que notre invité d'aujourd'hui a beaucoup aimé ça également. Donc, c'est une autre série de volumes à mettre à votre panier pour peut-être les mois d'hiver qui s'en viennent. À notre prochaine émission, Damien Gramont. Preuve que la sensibilisation doit commencer très tôt dans la vie, voici comment il était perçu par certains jeunes d'un secondaire 1 à sa polyvalente. Des fois, je passais dans le corridor des secondaires 1, puis tu me voyais arriver avec ma canne, tout le monde se plaquait sur les casiers. Là, je me tournais vers eux. Attends, c'est pas un bâton électrique, c'est une canne blanche, là, je suis juste aveugle. T'sais? Il avait vraiment peur que tu les cognes de tout bord, de tout côté. Que je les cogne, ou tu sais, le secondaire, surtout en secondaire 1, là, c'est vraiment le paraître, tu sais, le début de l'identité, fait que c'est vraiment, on se remarque. Tu sais, on se remarque face aux autres, fait qu'on fait le plus de choses pour se faire remarquer. Donc, ouais. C'est un mélange d'inconnus, puis un mélange de cirque. Nous sommes de retour avec notre invitée, qui est Francine Boulet. Et avant la pause, je disais que j'avais des petits sujets pour elle. On tombe peut-être un petit peu plus dans la vie personnelle. Moi, il y a des petites choses que je veux savoir. Puis tu es libre de répondre ou pas, c'est bien sûr. Mais tu disais tantôt, bon, toi tu restes sur la rive sud de Montréal. Mm-hmm. Est-ce que tu restes en maison ou en appartement? En maison, en couple, En couple, oui. avec un copain voyant. Et que ça fait quand même longtemps que vous êtes ensemble. Si... 25 ans minimum. Pour vrai, 25? 91, c'est pas loin, hein? Ben, hey, oui. C'est pas mal ça, même un peu dépassé. Oui, oui. Hey, 91. C'est un voyant, c'est toi-même qui l'as dit avant même que je te pose la question. Exact. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous êtes connus? Est-ce que ça a été compliqué de trouver des copains ou en ne voyant pas? C'est assez particulier comme anecdote. OK, tu veux le raconter? T'es à l'aise? Ah ben oui. C'est que mon copain, lui, c'est un natif de Montréal. OK. Moi, je demeurais à cette époque-là dans le quartier Rosemont, près de Saint-Zotique et Chabot. OK. Et lui, son bureau n'était pas loin. Il travaillait dans le secteur. En fait, il travaillait... son bureau, il était pas très loin dans mon quartier, en fait. Puis, j'avais une amie qui était... qui, elle, j'ai connue au primaire à Nazareth. Puis, elle a fait un peu le début... Une année ou deux avec moi à la fusion de Nazareth et Louis Braille, quand il y a eu la fusion. Elle était transférée ici, elle aussi. Sauf qu'à un moment donné, j'ai parlé tantôt d'intégration. Elle, on l'a intégrée dans sa région parce qu'elle venait de Trois-Rivières. OK. Et fait qu'elle était là-bas. Au secondaire, fin secondaire, j'ai décidé c'était une de mes meilleures amies, ça. OK. Ça m'a fait quelque chose qu'on m'enlevait mes meilleurs amis. L'éloignement. Ouais, parce qu'on les intégrait, puis on les revoyait plus, hein. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, pas de Facebook. Alors, on se perd de vue un peu. Fait qu'à la fin de secondaire, j'ai eu l'initiative d'essayer de la recontacter parce que je connaissais le nom de ses parents, puis je savais où elle vivait. J'ai repris contact.
elle était très, très contente de pouvoir revenir. Fait qu'on s'écrivait. Et à un moment donné, elle a fait son cégep là-bas aussi, à Trois-Rivières, son université. Et mon copain, lui, est allé étudier à Trois-Rivières, à l'université. OK. Et durant ses cours à l'université, il l'a eu comme camarade de classe. OK. Fait qu'ils sont devenus amis. Et elle était, à ce moment-là, en août 91, elle était en visite à Montréal. Puis elle était venue me voir parce qu'on avait toujours gardé contact. Et puis il y avait eu le conventum. Elle est venue au conventum avec moi pour revoir des gens avec lesquels on avait côtoyé quand on était jeune. On n'en a pas vu beaucoup, mais bon. Au moins, j'ai pu la revoir. Et elle est revenue à la fin de l'été. Puis là, ben son ami, il fallait qu'il vienne la rejoindre pour s'en aller Retourner. chez lui avec elle, parce qu'elle était en visite, en fait, chez moi, puis en attendant qu'il finisse son quart de travail. Fait que quand il a eu fini de travailler, il lui a dit, ben, c'est où que tu vas être? Fait qu'il dit, je vais aller te retrouver. Il a frappé à ma porte et on s'est piqué une jasette, et puis ça a commencé là. Par une amie commune. OK. Ah, ben, C'est assez particulier comme histoire. Ben oui, en effet. Une retrouvaille de bonnes copines. Oui. Puis là, bon, 25 ans avec la même personne. Toi, Francine, bon, tu te débrouilles, tu te déplaces en transport en commun, puis tout ça. Mais chez toi, est-ce que c'est quoi tes points forts et tes points faibles? Est-ce que il y a comme un partage de tâches qui s'est fait? Est-ce que tu fais de la nourriture? Est-ce que c'est quoi que tu trouves le fun de vivre en couple avec un voyant, puis c'est quoi que tu trouves le plus difficile? Qu'est-ce qui est plus facile? C'est sûr que je peux aller pas mal où je veux aller quand je veux aller. C'est assez plus facile parce que j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un, un bénévole ou on a pas mal aussi les mêmes affinités, que ce soit musicale, en fait sorties, activités, on fait du tandem ensemble, on fait aussi on aime bien découvrir des bons petits endroits où il y a de la bonne bouffe, fait on se promène un peu, on fait du tourisme aussi à l'occasion dans les régions. À travers le Québec, on exploite pas mal toutes les régions. Ensuite, qu'est-ce qui est peut-être difficile? Qu'est-ce qui est difficile? C'est quand on arrive sur l'obstacle. Pour l'instant, il m'en vient pas. Ben, si je te pose des questions, comme chez toi, est-ce que tu fais le ménage, le lavage? Oui, le ménage, le lavage, la nourriture. C'est ça. C'est que c'est toutes des choses même si j'étais toute seule, que je tu le ferais quand pareil. même. Oui. OK. Oui. Donc, c'est pas des obstacles pour toi. Non. C'est quelque chose qui non. C'est sûr que ça facilite quand on échappe de quoi ou quelque chose. Des fois, il y a une tâche ici parce que, bon, moi, je l'aurais pas vu. C'est ça, de confirmer des fois que tout est correct. Mais des fois, ça peut nous échapper aussi parce que, bon, on s'en est pas rendu compte trop, ou des choses comme ça. Mais sinon, le reste, c'est tout ce que je fais présentement, je le ferais même si j'étais toute seule. OK. En terminant, là, on parlait tantôt du comité des usagers de l'INLB. Toi, tu as été présidente longtemps, même de ce comité. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, oui. Présidente. Tu avais été secrétaire avant, je pense que tu disais. Là, puis là, tu es encore là. Tu n'es plus présidente. Je suis revenue secrétaire. Tu es revenue à tes amours du début. Oui, je pense que je vais boucler la boucle. Avec le secrétariat? Peut-être. OK. OK. On sait pas, mais enfin, c'est comme un peu...
ça qui se passe, mais en fait, non, ça va bien, puis j'ai toujours voulu, moi, aider mes semblables. Quand c'est facile pour moi de passer, on essaie de tracer le chemin pour les autres aussi, hein. Quand on part, c'est un peu comme, on passe un à la fois une place, on est capable d'aller passer pour 10 ou pour 15 ou pour 100 ou pour 1000, hein. Oui, mais ça, c'est parce que t'es quand même une battante, là. T'es Oui. une fonceuse, Oui. puis Oui, toi, ça te fait pas peur de défoncer une porte, là. Non. Ben, c'est des gens comme toi qu'on a besoin, Francine. Bon, merci. Ça fait plaisir quand c'est apprécié. Ben, j'imagine que ça doit pas non plus... On se le fait pas toujours dire si souvent que ça non plus, là. Mais on le ressent, On on le le ressent. ressent. C'est ça qui On compte. sent qu'il y a une utilité, Oui. qu'il y a... Puis quand on fait des petits pas, puis on avance parce qu'on a été défendre des points, puis on est fiers nous-mêmes, mais on est fiers pour ceux qui vont en bénéficier aussi, hein. Tout à fait. Ben, écoute, Francine, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je suis certain que il y a beaucoup de monde qui vont en avoir appris sur toi, puis je suis sûr aussi que ça peut aider certaines personnes aussi qui vont se rendre compte, je le dis quasiment à toutes les émissions, hein, que c'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on peut rien faire, qu'on doit rester chez soi, puis trouver le temps long, hein. Il y a plein de choses à faire, il y a des causes, il y a Oui. de la lecture. Faut pas se décourager. Tout à fait. Bien, merci encore une fois, Francine. Merci aux gens qui nous écoutent. Puis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.